Laurent Roland Tonniquez, bonjour. Ahmed Haïkpa, bonjour, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Heureux anniversaire. Merci. C'est un jour heureux pour vous? Oui, heureux et en même temps triste, hein, parce que quand vous célébrez votre anniversaire et que vous voyez qu'un de vos compatriotes aussi compétents, talentueux, compatriotes, confrères, voilà, décèdent aussi jeunes, aussi dynamique, talentueux, je l'ai dit, décèdent comme ça et que vous réveillez à 1h du matin pour écrire un post et que vous vous rendez compte que le premier message que vous voyez sur votre page Facebook, c'est que le compatriote, le confrère est mort, ça fait mal. Et quand on sait qu'il y a quelques jours, on parlait déjà de François Xavier Noumon, de ETL, et que quelques jours après, on parle maintenant de Sadibou Abouaka, ça fait très mal, ça fait très mal. Et moi, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et je l'ai dit peut-être dans un post que j'ai mis sur ma page Facebook, le 24 novembre 2023, avec l'accident mortel que j'ai connu, si on aurait pu passer, je serais peut-être passé de l'autre côté, on aurait rendu les hommages, je serais déjà oublié. Que deviendrait ma famille, mes enfants, auxquels je tiens beaucoup. Votre épouse. Mon épouse, donc tout ça. Quand vous voyez un peu tout ça, ma mère qui est encore en vie, mon père est déjà décédé, qu'est-ce que ma mère serait en train de dire? Je suis son Benjamin, je ne suis pas son fils âgé. Donc je mourrais ce 24 novembre, peut-être qu'on m'aurait déjà oublié, mais ma mère souffrirait, mon épouse souffrirait, mes enfants seraient en train de souffrir, orphelins. Moi, mes parents étaient vivants, mais j'avais souffert quand même de leur absence. Mais ils étaient quand même en vie. Imaginez, je ne suis pas là. Donc, quand je vois tout ça, je ne peux que rendre grâce à Dieu et demander à chacun de nous ce matin, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu tout le temps. Ne laissez aucune seconde passer sans prier Dieu. Ça vous attacher à Dieu parce que seul Dieu peut nous protéger dans ce monde de défis, de concurrence où tous les coups sont permis, où tout est permis, où vous pouvez subir tout. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire que de s'attacher à Dieu. Priez Dieu sans cesse. Soyez constamment en contact avec Dieu. Que le Saint-Esprit vous guide, vous inspire en toutes choses. Parce que parfois, ces décès, c'est parfois un faux pas peut-être quelque part, ou bien peut-être une méchanceté quelque part, peut-être une jalousie quelque part, peut-être un règlement de compte quelque part, peut-être ce que vos parents ont semé, que vous récoltez. Et c'est pour ça qu'il faut prier, pour briser les liens générationnels, pour dire ce que mon père a fait. Parce que c'est bien clair, quand vous semez quelque chose, c'est jusqu'à plusieurs générations que vous payez. Et donc, vos parents, peut-être hier, ont posé des actes aujourd'hui, ou vos arrière-grands-parents, et c'est sur vous que tombe le moment où de payer. Je dis, il faut briser les liens générationnels parce qu'un jeune talentueux comme ça dit, pour mourir comme ça, vous imaginez, il a fait quoi à qui? Si ce n'est que chercher à réussir dans la vie. Et donc, vous voyez, donc, quelqu'un me dira que oui, il a fini sa mission. Quelle mission? Dieu n'a pas... Oui, on dira que c'est le destin. Quel destin? C'est son destin. Moi je refuse ce destin. Je demande à Dieu ce matin. Je demande à Dieu ce matin, non, je ne veux pas de ce destin-là. Parce que vous savez, quand vous partez, ce que vous laissez derrière vous, vous imaginez, vous laissez beaucoup de choses à faire. Et vous avez beaucoup d'ambition. Moi, je crois qu'il faut qu'on prie pour demander à Dieu de nous épargner de ce destin. On dira que oui, il est mort, il ira se reposer, il n'a plus de soucis, mais bon, quoi ça? Attention, attention, continuons à éviter ça, prions pour éviter ça. Je souhaite repos éternel à Bouaka Sadibou. J'ai déjà échangé avec lui il y a quelques mois en arrière parce qu'il devait envoyer une jeune information chez lui. Il a été très sympa avec moi parce qu'on a tous fait Radio Univers. Justement, il est passé par Radio Univers. Ce lien étant, je l'ai appelé tourner, je me suis présenté, il dit, doyen, on a parlé, et puis il dit, il n'y a pas trop envoyé, on va faire. Un gars assez sympa comme ça, qui a vraiment une vision pour son pays. Il a de l'ambition. Vous voyez ça. Donc, dans ces conditions, quand vous avez un anniversaire à fêter, à célébrer, vous vous rendez compte que, oui, la seule chose à faire aujourd'hui pour moi, c'est de rendre grâce à Dieu. Allez m'asseoir quelque part, faire un bilan d'étape pour dire, alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet amour, cette compassion, cette protection de Dieu? Et qu'est-ce que je dois davantage faire pour mériter Continuer de le mériter. Et je souhaite que Dieu nous l'accorde à tous égards, en toutes choses. Que Dieu nous assiste en toutes choses. Je dis et je le redis ce matin, attachez-vous à Dieu. Ne laissez aucune seconde passer sans rendre grâce à Dieu, sans le louer, sans le magnifier. Et appelez son Esprit Saint qu'il vous guide en toutes choses.
En tout cas, heureux anniversaire à vous, Laurent Roland Tonéikes. Un cap de plus franchi dans votre, enfin dans le parcours qui est le vôtre et Vous voulez dire quoi? Je ne sais pas si je dois dire ou pas. Dites-le. Bon, soyez heureux. Amen. Soyez heureux. Amen. Et prenez soin de votre barbe. Non, mais de plus en plus, j'ai des poils de couleur blanche. Oui, mais ça veut dire que j'étais envers la sagesse. Qui se glisse, voilà. Soyez heureux. Comprenez que aujourd'hui, je célèbre un anniversaire qui me fait davantage éligible pour la cause, pour le mandat présidentiel. Je pense qu'on y est maintenant. Oui, donc, voilà, donc je peux être candidat en 2026. C'est pas 39 ans plus. Voilà, donc ça veut dire que c'est normal qu'on voit quelques barbes blanches là, donc comprenez que, oui, voilà. Allez Laurent, vous faites bien de parler de la présidentielle de 2026, Laurent Roland Tonéikes. Je pense que c'est Dynamisme Info qui s'intéresse au sujet ce matin et écrit « Intention de candidature pour les présidentielles de 2026 au Bénin, l'opposition sur ses gardes, la mouvance tenue au respect ». Pas l'opposition sur ses gardes, c'est l'opposition tenue au respect. C'est plutôt l'inverse que dit Dynamisme Info. L'opposition sur ses gardes, la mouvance tenue au respect. Alors moi, je crois que la mouvance, on a tout fait de dire que la mouvance tenue au respect, mais bon, j'attends de voir comment ça va se passer en 2026. Vous dites que c'est compliqué pour les uns et les autres d'assumer les velléités présidentielles qui sont les leurs. Oui, justement. Seulement, bon, ça, enfin, pour quelques-uns. Pour quelques-uns au sein de la mouvance. Voilà, parce que c'est pas toute la mouvance, parce que la mouvance a un chef d'orchestre qui continue de certainement cuisiner quelque chose. De déplacer ses pions. Oui, et qui va cuisiner. Il a la cuisine, hein, il est en train de mijoter quelque chose, de préparer quelque chose qui mijote sur le feu, qu'on va nous servir sans doute en 2025. Oui, qu'on va nous servir sans doute. Voilà, en 2025-2026. Et donc, l'opposition doit pouvoir travailler à ne pas tomber dans le piège. Je disais hier qu'ils ont été dribblés en 2019, 2020, 2021, 2023. Donc, ils doivent faire tout pour ne pas être dribblés en 2026. Et pour ne pas être dribblés en 2026, c'est déjà en même temps de commencer par sortir les jokers pour voir qu'est-ce que les gens pourraient reprocher à ces jokers-là. Parce que vous savez très bien, vous lancez un candidat automatiquement, les gens vont l'attaquer automatiquement, sortir ses cadavres. Et en même temps, c'est une manière aussi de préparer et d'éliminer, en tout cas, petit à petit, les cadavres de ces personnes-là, de sorte à les rendre, comment vous appelez, invincibles dans une certaine mesure. Bon, moi, j'estime que la mouvance travaille. C'est vrai que la multitude d'ambitions aujourd'hui au sein de la mouvance fait qu'on ne sait pas qui est qui, mais le chef d'orchestre sait qui est qui. Et c'est quoi faire en son temps. Et au niveau de l'opposition, je crois qu'un journal a écrit, c'est Infomatin qui a écrit le monstre à 8 têtes. Non, c'est le Patriote plutôt qui parle justement de l'opposition béninoise, le monstre à 8 têtes. Voilà. Donc à ce niveau... De quelle tête parlons-nous? Parce que de l'autre côté de la mouvance, il y a un chef d'orchestre qui va décider. D'accord? Par contre, du côté de l'opposition, il faut qu'ils arrivent d'abord à s'entendre. À s'entendre pour s'aligner derrière un seul leader. Ce qui est très difficile. Quand vous regardez à la une, vous allez voir Génération à Ivor, la dame, vous allez voir, comment vous appelez, Tandis Azanaï, vous allez voir le Apollinaire de, comment vous appelez, NFN, vous allez voir de l'autre côté notre très ami Paul Rompère, vous allez voir notre pépé Guédou, vous allez voir aussi Expérience Tébé. Maintenant, au milieu, Boni Yayi. Est-ce que tous ceux-là sont prêts à s'aligner derrière Boni Yayi pour faire de lui un leader, de sorte à désigner un candidat? Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Paul Rompère continue de reprocher des choses à Boni Yayi. Boni Yayi continue de reprocher des choses à Paul Rompère. Et ça ne marche pas. Quand vous prenez Guédou, par exemple, Guédou a failli, en tout cas, se fondre dans une autre formation politique pour présenter des candidats en 2023 pour les législatives, et puis après, ils ne se sont pas entendus. Donc, il y a déjà un parti d'opposition, bien évidemment, mais ils ne se sont pas entendus. Et vous prenez Tandis Azanaï avec les dernières déclarations qu'il a faites, notamment concernant Boni Yayi et autres, concernant l'alliance qu'il devait faire pour aller aux élections en 2023, ou je ne sais quoi,
ou au cas où il sait que s'ils ne sont pas candidats, ils allaient utiliser le création et l'espoir. Donc déjà, il y a aussi cette guéguerre-là. Bon, mais l'un dans l'autre aussi. Génération Aïvo, est-ce que véritablement Génération Aïvo est prête, cette formation politique, entre ce groupe politique est prêt à collaborer avec les autres formations politiques, beaucoup de choses. Et donc là, c'est véritablement un monstre. C'est même pas que 8 têtes. Il n'y a pas que ces 8 têtes, il y en a d'autres. Il y a plusieurs têtes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir si véritablement ils pourront s'entendre pour désigner un candidat en 2026. Et là, c'est là le véritable problème qui les guette. C'est-à-dire que en cas de non-entente entre... Alors, je ne vous coupe pas, je ne vous corrige pas, mais disons les choses clairement, désigner un candidat en 2025. Parce qu'il faut que le candidat soit désigné 6 mois avant, qu'on s'entende sur la candidature, 6 mois avant tout ça. Alors, il faut qu'ils s'entendent pour le faire. S'ils ne le font pas, c'est que ça arrange la mouvance en place. La mouvance va toujours profiter du diviser pour régner, parce que déjà, au sein de l'opposition, il y a ceux qui sont financés indirectement par d'autres courants proches de la mouvance. Oui. Suivez mon regard. Donc, on se connaît, ils se connaissent autant qu'ils sont dans l'opposition. Chacun connaît sa place et connaît ses rapprochements, ses liens avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, dans ce jeu-là, est-ce que les gens seront prêts à laisser les intérêts, en tout cas qu'on leur donne de l'autre côté, pour continuer à diviser l'opposition, ou bien ils vont finalement s'aligner pour une fois. Mais s'ils ne le font pas, c'est que ça donne carte blanche à la mouvance. Hein, parce que je l'ai dit, quand on regarde les taux de participation des différentes élections, on se rend compte que le taux de participation n'est pas élevé. Mais là, majoritairement, ceux qui sont proches, en tout cas ceux qui soutiennent le pouvoir en place, les fanatiques de Patrice Talon et autres, vont aux urnes pour voter. Pendant que les fanatiques des opposants ne vont pas aux élections pour voter. Donc, aussi longtemps que ceux qui soutiennent le pouvoir en place iront aux élections pour voter, ils iront dans les urnes pour voter, le taux de participation à leur niveau pour les militants sera élevé, et donc le taux de participation générale étant bas, eux, ils pourront gagner toujours par KO. C'est ça. Donc, le plus important, c'est de travailler maintenant qu'eux, ils s'entendent, mais en même temps, travailler à convaincre les populations de façon unanime pour que les populations sortent massivement pour aller voter. Le dernier cas de figure que je prends, c'est 2023. Nous avons eu 4 millions d'électeurs pratiquement. Et le taux de participation, quand on regarde, il y avait pratiquement 2 500 000 électeurs qui sont allés voter, ou 1 500 000 de toute façon. Et puis quand vous regardez ça, il y a un grand fossé entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais de 2023 à 2026, il y a 3 ans. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont eu 16 ans en 2023, 17 ans en 2023 et 15 ans en 2023, eux tous vont voter maintenant en 2026. Cela suppose que le taux de participation, le nombre d'inscrits augmente. Donc aujourd'hui, si les partis d'opposition ne travaillent pas à convaincre ces néo-votants, nouveaux votants, et convaincre aussi également ceux qui ont fait preuve d'abstention en 2019, 2020, 2021, 2023, 2023, et que c'est majoritairement ceux qui soutiennent le pouvoir qui vont encore aux urnes pour voter en 2023, le pouvoir en place va toujours conserver le pouvoir. Ils vont gagner le pouvoir, et le régime va conserver le pouvoir, et ça va continuer comme ça. Après, on dira qu'il y a fraude. Ce n'est pas question de fraude. Aujourd'hui, les opposants, ceux qui se réclament de l'opposition, doivent pouvoir nous dire clairement s'ils sont sincères politiquement, en tout cas s'ils sont vraiment des opposants sincères, s'ils ne sont pas des opposants fait valoir. Parce qu'on les connaît, ils sont au moins 2 ou 3 dedans à être des opposants fait valoir. Il faut travailler... Selon vous, bien sûr. Selon moi, mais c'est... Oui, selon moi, vous pensez... Parce que selon eux, ce n'est pas le cas, par exemple. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, je le dis, j'assume, il y a au moins 2 qui sont fait valoir. Et ils se connaissent, on se connaît. Bref, donc pour dire que oui, il faut travailler maintenant à convaincre véritablement les électeurs pour que les électeurs sortent massivement pour aller voter. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas évident que l'opposition prenne le pouvoir en 2026. Ça ne pourra pas marcher. Disons c'est l'un des plus grands défis en tout cas, à part celui justement de l'unité d'action. Oui, et puis après, il faut compter aussi sur la relecture du code électoral si possible. Autrement, si ça le code électoral n'est pas retouché par exemple, et qu'après, même si on ne fait pas ça, même s'il faut aller aux élections, alors il faut alors tabler sur la mobilisation sur le terrain véritablement, et que les partis d'opposition s'entendent sur un idéal qu'ils vont défendre ensemble. On poursuit avec Dynamisme Info, Laurent Roland-Anthony, qui est départ de la tête de l'ANIP dans une atmosphère presque de cafouillage.
Dans quel état, s'interroge Dynamisme Info, Pascal Niamou-Lenda a-t-il laissé le fichier d'état civil? Bon, c'est ceux qui l'ont amené qui doivent nous faire le point. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là quand les gars, je ne connais pas son cahier de charge. Ce qui est sûr, s'il avait un cahier de charge, il a eu la chance, de toute façon, il aurait déjà accompli sa mission. Hein. Donc, ne nous leurrons pas. S'il était là pour une mission précise, c'est qu'il aurait déjà fait. Le reste, c'est que ce serait que distraction. Pour nous distraire, pour dire que oui, il y a ci, il y a ça. Donc, nous devons être sur nos gardes. Moi, je pense que l'état dans lequel il a laissé l'état civil, entre le fichier d'état civil, on attend de voir si ceux qui l'ont amené pourront nous faire le point. Parce que quand quelqu'un démissionne, on dit que quelqu'un démissionne, après vous dites que non, il n'a pas démissionné, et puis on le met là quelques jours après. On dit qu'il est limogé en conseil des ministres, on ne le remplace pas le nom, pas la personne dont le nom avait circulé. Déjà, quand vous limogez quelqu'un dans ces conditions, d'abord il y a un problème à l'ANIP, problème où des gens sont allés en prison. Et on apprend qu'il a démissionné, le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'a pas démissionné. On le ramène. On le ramène, il continue. On ne le ramène pas, puisqu'il n'a pas démissionné. Bon, d'accord. Enfin, en théorie. Bon, théoriquement. Oui, théoriquement, il n'a pas démissionné, donc on ne le ramène pas. Politiquement. Si vous le voulez. Politiquement, dans les coulisses, on l'a maintenu au poste. Et puis après, quelques semaines après, on le sort en conseil des ministres. Ça veut dire qu'on lui reproche quelque chose. En tout cas, sur le sujet... Donc, moi, je dis, oui. C'est pourquoi je dis, pourquoi il est parti, pourquoi on l'a enlevé. Qu'on nous dise ça, et maintenant, qu'on nous fasse le point de la situation de notre état civil, du fichier de notre état civil. Qu'on nous fasse le point simplement. Bon, maintenant, moi, je crois qu'on ne va pas rêver, on va pas... ne nous leurrons pas, comme je l'ai dit. Vous ne pensez pas qu'on aura des réponses à ces interrogations, c'est ça? Bon, si on nous donne réponse à ça, on nous fait quoi? Mais pourquoi... Quelle réponse on va nous donner? Pourquoi se poser la question alors si vous n'avez oui, c'est pourquoi je dis que moi, je ne perds pas mon temps sur ces détails. Vous ne pensez pas que c'est de droit que les populations, justement, cherchent à savoir le comment du pourquoi de ce limogeage ou de cette démission Il y a beaucoup de choses qu'on a cherché à savoir, mais pour lesquelles on n'a jamais eu de réponse. Matin Libre sur le sujet a écrit ce matin confirmation de la démission du DG ANIP, la rupture à l'art d'entretenir le flou. Oui, mais justement, c'est de ça que je parle en réalité. C'est pour de ça que je parle. Je ne voulais pas aller utiliser certains termes. Donc, c'est pour ça que je disais, mais écoutez, le flou est entretenu dans plusieurs dossiers. On n'en parle pas. Vous allez interpeller. Combien de sujets j'ai abordé sur ce plateau, j'ai interpellé pour dire, mais donne une suite. Vous avez eu combien de réponses? Donc, moi, il ne faut plus perdre son temps, quoi. C'est-à-dire, les gens ont opté pour une normo-gouvernance ou une normo-communication, donc on continue, même si à un moment donné, en assemblée, nous fait croire qu'on a renoncé à la normo-communication, mais ça continue de faire ces dégâts où on n'a pas droit à l'information parfois. Et c'est quand c'est un peu chaud que l'autre vient faire son show également. Bon, donner sa part de... En tout cas, dire ce qu'il peut dire pour calmer ceux qui peuvent être calmés. Moi, je crois que le plus important, Niamou-Lenda, s'il avait une mission, il a déjà eu le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Je crois qu'on peut lui souhaiter bon retour au pays et que d'autres portes s'ouvrent pour lui. Peut-être que le Togo va lui faire appel bientôt aussi. Allez, on va poursuivre Laurent Roland-Antonin Kies avec eh bien, un autre quotidien, même s'il n'est pas exclu qu'on revienne sur donc, Dynamisme Info. Intéressons-nous, par exemple... bien, à ce sujet, je pense que il y a un quotidien qui en parle assez clairement. Voilà, le matinal, ambassade du Bénin au Niger, les premiers mots de Gildas Agonkon. Enfin, au poste. Oui, mais c'est non. J'ai pas eu le temps de lire, mais je crois que oui, ce qu'il doit avoir dit, c'est tellement dans la ligne droite de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. J'ai lu ici aussi hier que le Niger envisage de nommer bientôt un nouvel ambassadeur au Bénin également. Je crois que oui, c'est ça qui a manqué, qui a fait que les débats, les discours allaient dans tous les sens. Dès lors qu'on a des ambassadeurs de part et d'autre, c'est les ambassadeurs qui sont interpellés. On leur demande des comptes, ils parlent, ils réagissent, ils donnent des informations, ils infirment ou confirment telle ou telle situation. Et ensemble, on réfléchit. Donc, c'est une bonne chose que de savoir que maintenant, Gildas Agonkon, après avoir humé l'air de Cotonou pendant un an, finalement, il a été accepté au Niger. Vivement que le Niger envoie aussi son ambassadeur, que désormais,
les attaques qu'on voit par médias interposés, que ça cesse, parce que ça ne grandit ni le Niger, ni le Bénin, ni Tiani là-bas. Donc c'est bien. Il y a un temps pour condamner, un autre pour consommer, écrit à ce sujet Dynamisme Info, nature aujourd'hui des relations entre le Bénin et le Niger. Il y a un temps pour condamner, un autre pour consommer. Oui, je crois que les condamnations du côté du Niger, on en a reçu tellement. Je disais que chaque fois que les Tiani condamnaient le Bénin, il fallait que le gouvernement béninois monte le créneau pour répondre à certaines choses, notamment dans les détails, notamment la hiérarchie militaire. Mais maintenant que les ambassadeurs sont rentrés dans le jeu, c'est maintenant le temps de s'asseoir, de discuter véritablement. Il ne faut plus chercher à condamner, même si on doit condamner, que ce ne soit plus dans les médias, qu'on voit ce qu'on a vu. Ça allait dans tous les sens. Et ça n'honore personne. Puis en termes de condamnation, c'est aussi la position prise par le Bénin. Juste après le coup d'État survenu en juillet de l'année passée, c'est aussi l'application des mesures donc, prises par la CEDEAO. C'est autant de raisons qui motivent à parler de condamnation, Laurent Roland-Antonin Caisse, en tout cas de la part du Bénin. Puis après, consommation évidemment, puisque le chef de l'État, dans son adresse donc, à la nation en fin d'année passée, l'a clairement dit, voilà, peut-être qu'on a été un peu trop dur, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, il est temps de revenir, de ramener la balle à terre et de discuter, de négocier, donc de consommer finalement. Justement. Consommer le coup d'État. Oui, il faut consommer. Non, de toute façon, moi j'ai consommé le coup d'État depuis juillet 2023, ce qui m'a valu toutes les injures, les attaques à tous azimuts. Moi je disais, mais quand il y a un coup d'État, il faut consommer, passer à autre chose. Il sait pas on a pris du temps à condamner, on a perdu du temps. Moi j'estime qu'à un moment donné, puisqu'on dit que les États sont souverains, quand ça arrive, on ne souhaitons pas. Moi, je ne souhaite pas le coup d'État. Je ne suis pas du tout d'accord pour le coup d'État. Mais je dis, il revient à tous les chefs d'État, démocratiquement élus, de se pencher véritablement sur les problèmes, les aspirations du peuple. Dès lors qu'on vous... Même dans notre... Pourquoi les gens... je ne comprends pas les gens qui condamnent les coups d'État parfois. Je dis, je n'encourage pas ça, mais même dans nos localités, même dans nos associations, quand on a un président qui ne fait pas bien là, on ne le destitue pas. On ne le destitue, non. On change le champ, on ne remplace pas quelqu'un d'autre. Oui, on peut le remplacer, n'est pas le problème. C'est la manière dont on le remplace. Mais le problème... Remplacer par la prise d'armes, c'est pas normal. Le problème, c'est que... des décennies que cela a été condamné. Le problème, c'est que les civils n'ont aucun... Oui, justement, parce que les civils n'ont aucun pouvoir de destituer un président démocratiquement élu. C'est pour ça que l'armée s'invite, malheureusement. Donc, dès lors que les gouvernants travailleront à être en parfaite symbiose, harmonie avec le peuple, avec les aspirations du peuple, les coups d'État ne peuvent pas marcher. C'est parce qu'à un moment donné, même au sein de l'armée, c'est des citoyens quand même, qui à un moment donné en ont ras-le-bol et qui décident alors de passer à une autre étape, qu'on n'encourage pas. Je dis, travaillons à écouter le peuple, à répondre aux aspirations du peuple, et il n'y aura pas de coup d'État. Celui-ci arrivera-t-il à répondre aux aspirations des professionnels des médias? La question se pose en tout cas. Le grand jury nous parle de la 7e mandature de la HAC. Le président Édouard Loko recrute dans la transparence 25 analystes temporaires. Plus rien ne sera plus comme avant. Oui, ça c'est une bonne chose. J'ai pu voir la liste, en tout cas l'avis de recrutement. J'ai lu et puis après je suis allé jeter un coup d'œil sur la liste des 25 ceux qui ont été remerciés. J'ai souri. Parce que quand vous regardez les noms, vous regardez un peu les noms, les profils, les similitudes avec certains acteurs des médias, tout ça là. J'ai compris que ça avait été fait peut-être dans une certaine... bon, je ne dirai pas le nom, mais de toute façon, malheureusement, j'ai vu les noms. Et si les gens ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils viennent, je vais citer les noms sur le plateau et donner les preuves. Bref. Donc, pour dire... Qu'est-ce que vous avez contre cette personne? Non, écoutez, attention. Vous savez que chaque HAC a justement la possibilité... Non, on ne va pas continuer. Vous savez que chaque HAC a la possibilité de faire ce recrutement et que je pense, quand on a lu justement l'avis de recrutement, c'est des contrats d'une année. Non, ce que je vous dis, il faut éviter de faire certaines choses en 2024, en 2021, en 2022, 2023. D'accord? Quand on dit un recrutement d'analyse là, ce que Édouard Loko est en train de faire là, je voudrais que le recrutement soit fait dans la transparence.
qu'on prenne des gens qui ont le profil, mais qu'on essaie d'éviter les affinités. Parce qu'on sait comment ça se passe. Qu'est-ce que vous mettez dans affinité? Si j'ai un proche à moi qui répond au profil, si c'est ça, confier le recrutement à un cabinet. Non. Si j'ai un proche qui répond au profil et qu'on lance le recrutement et qu'il soumet sa candidature et qu'il est accepté, en quoi est-ce que cela pose un problème? Confier le recrutement à un cabinet. Est-ce un crime d'avoir des affinités avec une autorité ou je sais pas moi? Confier le recrutement à un cabinet. Si vous voulez éviter les histoires. Pourquoi? Parce que si c'est vous qui avez lancé le recrutement, que vous devez vous charger de ça, et qu'on doit retrouver vos parents, en tout cas, quand on voit... Qui répondent au profil quand même. Attention. Le parent peut répondre au profil et quelqu'un d'autre peut être meilleur que lui. Mais parce que les parents, on parlera de profil. Je vous dis, faisons les choses normalement. C'est pour éviter les problèmes à Edouard Lecaux que je le dis. Parce que quand moi, je ne voulais pas citer de nom sur l'ancienne, la liste qu'on a remercié. Je ne voulais pas citer de nom. Mais ne le faites d'ailleurs pas. Je ne le ferai pas. Mais par respect pour l'institution, par respect pour les professionnels des médias, faisons en sorte que ceux qu'on va recruter ne soient pas basés sur de l'affinité. Vous pouvez avoir un parent qui a le profil, si l'Assemblée décide de le prendre, d'accord, mais que ce ne soit pas des quotas. Parce que le plus souvent, c'est quoi? On lance le recrutement, on lance le recrutement et telle personne a déjà deux personnes à poser, telle à 3 personnes à positionner, telle à 4 personnes à positionner. D'accord? C'est ça que je refuse. Je pense qu'on n'y est plus là. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis, ça c'est déjà bien qu'on lance le communiqué, tout le monde a vu maintenant. Tout le monde est au courant. Maintenant que tout se fasse dans la transparence jusqu'au bout, pour qu'on n'ait pas de... Je suis d'avis. On n'a pas de choses à leur reprocher. Je suis d'avis. Je ne veux juste pas que... Oui, après, si je m'appelle Lecaux Ahmed et que je réponds au profil recherché et qu'on étudie tous les dossiers et que mon dossier est choisi, qu'on n'avait pas dit après, oui, c'est parce qu'il est Lecaux qu'il a été choisi. Non, si je réponds au profil et que le travail est fait dans les normes, qu'on ne me fasse pas après le procès de porter le patronyme de... Oui, c'est ce que... Je ne suis pas comme ça. Le même patronyme que le président de la... Je ne suis pas comme ça. Je refuse... Que les choses soient clairement dites, en fait. Voilà, je refuse le fait des affinités où tel a dit, il y a 2 personnes positionnées, tel a 3 personnes positionnées, tel a 4 à positionner. Ne faisons pas ça, je vous en prie. Faisons attention. Allez, on a presque fini, Laurent, mais avant, un mot par rapport à ce fait tragique survenu sur le Koufo, si je ne m'abuse, chavirement de bac une fois de plus. Laurent Roland, Tonnerre Ikes. C'est bien triste. Je crois que chaque année, on sensibilise sur la question. Le chavirement de bac, et puis des gens décèdent. Et encore une fois, les gens font cette erreur de surcharger les bacs au-delà de la capacité des bacs, des capacités des bacs, et puis les gens meurent. C'est triste. Je pense qu'il faut que nous puissions nous organiser, notamment le ministère de l'Intérieur, voir dans quelle mesure on peut mettre au niveau de ces fleuves ou lacs et autres là des contrôles périodiques, en tout cas, ou bien des contrôles permanents, pour que dès lors qu'une bac est surchargée, que les forces de l'ordre interpellent automatiquement. Il faut désormais maintenant des postes de contrôle au niveau de tous ces lacs, fleuves et autres, pour vérifier, dès lors qu'il y a surcharge, que les forces de l'ordre interpellent pour que nous puissions éviter ça à l'avenir. Et en même temps aussi, il prévoit des gilets de sauvetage pour toute personne qui devait emprunter ces bacs, rentrer dans ces bacs pour traverser les fleuves, les lacs et autres. C'est très important, sinon chaque année on va continuer à dire les mêmes choses. Telle personne, tel bac à chaviré à Ganvier, à Soava, à Descamps, mais je sais quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci à vous, Laurent. Roland, Tonnerre Ikes.